Un simple chiffre renverse tout. Pendant des années, des milliers de tonnes de tomates pourrissaient au bord des routes, tandis que les conserves importées, revenues 3 fois plus chères, remplissaient les étals des marchés burkinabés. Comment ce basculement, aujourd'hui assumé et mis en scène par Ibrahim Traoré, peut-il réellement transformer le destin économique d'un petit État enclavé du Sahel et bousculer les cartes régionales? Car derrière cette tomate sauvée du bitume, ce sont des usines, des routes, des hôpitaux et une certaine idée exigeante de la souveraineté qui se joue. La promesse formulée autour de cette transformation tient en une idée simple. Si un pays parvient à capter lui-même la valeur qu'il produit, il peut briser des cycles de dépendance longtemps considérés comme inévitables. L'enjeu, pourtant, dépasse largement la seule filière tomate. Il concerne l'électricité, les routes, la capacité à financer des hôpitaux avec des fonds locaux et à stabiliser des revenus agricoles trop souvent soumis aux aléas extérieurs. Une ambition résumée en 10 mots. Bâtir une autonomie réelle à partir des ressources déjà disponibles. Ce pari comporte un risque majeur. Investir vite, beaucoup, et presque seul, dans un contexte budgétaire contraint. Mais il porte aussi une opportunité rare pour un État enclavé, longtemps décrit comme prisonnier de ses corridors commerciaux et de ses importations énergétiques. Et une question revient, persistante, comme un micro-hook dans chaque analyse. Jusqu'où un modèle fondé sur la transformation locale peut-il tenir face aux pressions régionales, aux variations climatiques et aux limites matérielles d'un territoire qui cherche encore sa pleine capacité productive? La première révélation frappe par sa simplicité. Avant l'usine, plus de 40% de la production de tomates partait en perte chaque année et près de 15 millions de dollars de valeur ajoutée étaient captés hors du pays. Cette bascule, aussi silencieuse qu'essentielle, a servi de point d'ancrage au récit porté par Ibrahim Traoré. La deuxième révélation éclaire le reste. Lorsque le pays transforme sur place ce qu'il produisait déjà, l'économie change de rythme, les villages changent de perspective, et l'État retrouve une marge de manœuvre rarement accessible, un territoire enclavé. Pour saisir ce mouvement, il faut replacer le Burkina Faso dans son contexte. Un pays situé au cœur du Sahel, dépendant de corridors commerciaux contrôlés par ses voisins, soumis à des importations énergétiques coûteuses et régulièrement ramené dans les gros titres uniquement lors des crises politiques ou sécuritaires. Les infrastructures manquaient, les hôpitaux tournaient au ralenti, les villages restaient plongés dans l'obscurité une grande partie de l'année, et les agriculteurs voyaient leurs récoltes se dégrader faute de stockage ou d'acheteurs. C'est précisément dans ce paysage fragmenté qu'a émergé l'idée d'autosuffisance, non pas comme un slogan, mais comme une stratégie pragmatique. Transformer les récoltes sur place, financer les projets par des fonds locaux, construire des routes qui relient producteurs et marchés, capter l'énergie du soleil plutôt que de dépendre d'importations instables. Chaque usine inaugurée, chaque hôpital bâti avec des moyens internes, chaque tronçon d'autoroute achevé devient une pièce ajoutée à un puzzle plus vaste. Reprendre le contrôle des ressources pour redéfinir ce que signifie indépendance au XXIe siècle. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, la trajectoire s'est construite par couches successives. Rupture avec les anciens schémas, montée en puissance de projets visibles et diffusion progressive de leurs effets dans les campagnes, les villes et l'économie locale. Et ce qui, hier encore, relevait d'un pari isolé, devient aujourd'hui une étude de cas suivie de près par ceux qui scrutent les dynamiques du Sahel. Au centre de cette expérimentation grandeur nature, un personnage cristallise les attentes et les doutes. Ibrahim Traoré. Sa trajectoire, née dans une période de turbulence politique, est devenue le fil conducteur d'un récit où la souveraineté n'est plus un idéal abstrait, mais une succession de chantiers concrets. Pour beaucoup, ce sont les premiers résultats tangibles qui ont changé la perception d'un pays longtemps considéré comme trop dépendant pour se hisser seul vers une dynamique de croissance durable.
Le premier cas emblématique surgit dans la filière tomate. Avant l'usine, des camions entiers transportaient la récolte hors du pays pour transformation, avant de la réimporter sous forme de conserve plus coûteuse que ce que pouvaient assumer les ménages. Avec l'unité installée sur le sol burkinabé, plus de 150 emplois directs se sont créés. Les agriculteurs ont trouvé un débouché stable et la valeur ajoutée est restée dans l'économie locale. Ce changement, modeste en apparence, a donné un signal inédit. Le pays peut produire ce qu'il consommait déjà. Le deuxième cas révélateur se situe dans le domaine de la santé. L'hôpital construit à Bobo-Dioulasso, financé par des ressources internes, a accueilli des centaines de milliers de patients sans recourir à des fonds internationaux. Pour les citoyens, cette infrastructure représente une rupture. L'argent généré localement n'est plus absorbé par des programmes extérieurs, mais réinvesti dans des services visibles, fiables et adaptés aux besoins du terrain. Ces deux exemples, encore récents mais significatifs, ont façonné l'élan actuel autour de la stratégie défendue par Ibrahim Traoré. So what? Autonomie visible, impact mesurable. Avant, tout semblait immobile. Après, tout s'est mis en mouvement. Cette rupture, d'abord discrète, a fini par remodeler la trajectoire du pays sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. La chronologie suit une logique nette. Un déclencheur, un pic, puis une onde de choc qui se propage dans les campagnes, les villes et les réseaux économiques longtemps engourdis. Déclencheur. Tout commence dans la filière agricole, là où les failles étaient les plus visibles. Des récoltes abondantes, mais aucune infrastructure. Des heures de travail perdues, mais aucun contrôle sur les prix. Des villages entiers qui voyaient leurs tomates pourrir au bord des routes. Le gaspillage n'était pas seulement matériel. Il entamait la confiance, renforçait la dépendance, alimentait la frustration. C'est dans ce contexte qu'a émergé l'idée d'une usine de transformation. Financé localement, le projet a créé une première rupture. En quelques semaines, les producteurs ont trouvé un débouché stable, les pertes post-récolte ont reculé, et une partie des devises autrefois captées des ISDIS à l'extérieur a commencé à circuler dans l'économie nationale. Le geste semblait simple, transformer localement ce qui était déjà produit. Mais il a ouvert une brèche, point culminant. À partir de là, tout s'est accéléré. Le projet énergétique Yelen est passé au premier plan, connectant plus de 150 villages, environ 300 000 habitants, à une électricité solaire maîtrisable localement. Un pays autrefois plongé dans l'obscurité a vu ses écoles rester ouvertes après le coucher du soleil, ses centres de santé conserver correctement les vaccins et ses petits commerces prolonger leurs activités. Puis l'autoroute vers la Côte d'Ivoire a pris le relais. Évaluée à 500 millions de dollars, cette infrastructure a réduit les temps de trajet, fluidifié les échanges et stimulé le commerce d'environ 25%. Pour un État enclavé, ce n'était pas une simple route. C'était une ouverture vers la mer, un levier stratégique, une respiration économique, onde de choc. La dynamique s'est ensuite diffusée dans la société. Les agriculteurs ont vu leurs revenus doubler. Des milliers de petites entreprises ont bénéficié d'une énergie moins coûteuse. Des artisans ont modernisé leurs services. Des familles autrefois isolées ont eu accès à des soins, des biens et de l'information de manière plus stable. Dans les quartiers populaires, l'électrification solaire a réorganisé les rythmes sociaux. Dans les villages, le passage des camions sur les routes rénovées a transformé la perception du marché et de l'opportunité. L'écosystème et système économique s'est animé. Plus de circulation, plus d'échanges, plus de projets. Au sommet, Ibrahim Traoré a consolidé l'ensemble comme un récit cohérent. Partir du local, s'appuyer sur les ressources disponibles et multiplier les effets positifs jusqu'à créer un nouveau standard de souveraineté appliquée. L'analyse quantitative offre le meilleur terrain pour mesurer la cohérence du modèle émergent. Elle permet de suivre une trajectoire précise, un point de départ clair, une transformation mesurable, puis
une réorganisation progressive, des équilibres internes. Le passage du avant au après devient alors moins une narration qu'une suite d'indicateurs alignés permettant d'observer, sans emphase, la nature exacte du changement. Agriculture, du gâchis structurel à la valorisation locale. Avant la mise en service de l'usine de transformation, des milliers de tonnes de tomates se perdaient chaque année, faute d'acheteurs, de stockage et d'infrastructures de tri. La filière fonctionnait par à-coups, dépendait des prix frontaliers et ne permettait pas aux producteurs d'investir à long terme. La donnée de référence est simple. Une progression d'environ 40% de la production nationale. Cette hausse traduit une stabilisation inédite des débouchés, permettant aux cultivateurs d'élargir leurs parcelles et d'améliorer leurs pratiques. Cette progression résume un saut structurel dans la manière de capter la valeur rurale. À cela s'ajoute un revenu agricole qui, dans certaines zones, a pratiquement doublé grâce aux contrats garantis. La variation n'est pas seulement monétaire. Elle modifie la relation entre producteurs, marchés locaux et intermédiaires. Là où les pertes dictaient autrefois le calendrier, les producteurs disposent désormais d'un horizon. Énergie, du déficit chronique à la production maîtrisée. Le projet Yellen marque la seconde bascule. Baseline, des villages entiers plongés dans l'obscurité et des activités économiques limitées au cycle solaire. Delta, plus de 150 villages, soit environ 300 000 habitants, connectés à une énergie renouvelable et locale. Ce chiffre illustre une substitution durable face aux importations d'électricité coûteuses. La conséquence budgétaire est notable. Environ 10 millions de dollars d'économies annuelles pour l'État, réorientées vers la santé, l'éducation ou la maintenance des installations solaires. Cette économie prouve que l'autonomie énergétique réduit la fragilité budgétaire. Le gain dépasse cependant les comptes publics. Il transforme le temps social, permettant aux écoles d'ouvrir le soir, aux centres de santé de sécuriser les vaccins et aux petits commerçants d'étendre leurs horaires. Infrastructure, du verrou enclavé à l'intégration régionale. La baseline, ici, était une dépendance lourde aux corridors commerciaux des pays voisins. Les coûts de transport grignotaient les marges, rallongeaient les délais et minaient la compétitivité des productions locales. Le delta apparaît avec l'autoroute estimée à 500 millions de dollars, qui réduit les trajets, fluidifie les échanges et augmente de près de 25% les flux commerciaux. Cette progression confirme que la mobilité peut redéfinir la valeur ajoutée nationale. La contribution estimée à 2% du PIB peut sembler modeste, mais elle représente, pour un pays en développement, un levier multiplicateur. Elle facilite l'installation d'entreprises, soutient l'agriculture et améliore la densité économique autour des axes rénovés. Synthèse. Ces variations, production agricole accrue, économie énergétique renforcée, circulation commerciale stimulée, forment une même dynamique. La conversion progressive d'un système fondé sur la dépendance en un ensemble de capacités locales autonomes. Les chiffres ne tranchent pas le débat, mais ils montrent que la trajectoire actuelle repose sur des gains réels, mesurables, reproductibles. Le débat autour de l'expérience burkinabé gagne en profondeur lorsqu'on formule les objections de manière robuste. Le Stillman ne cherche pas à caricaturer les critiques, mais à les renforcer pour mieux évaluer la solidité du modèle fondé sur la transformation locale, l'autonomie énergétique et les investissements financés par des ressources internes. Premier argument, le risque d'épuisement financier. Selon cette ligne d'analyse, un pays qui disposant d'un capital limité ne peut soutenir sur le long terme des projets d'infrastructures lourds, routes, hôpitaux, usines, parcs solaires, sans appui extérieur. L'absence d'aide concessionnelle pourrait conduire à un essoufflement budgétaire, voire à une réduction des dépenses sociales si les coûts dépassent les prévisions. Cet argument mérite d'être pris au sérieux. Mais les données disponibles offrent un contrepoint nuancé. L'usine de tomates, financée à 8 millions de dollars,
génère aujourd'hui plus de 150 emplois directs, double les revenus de nombreux producteurs et conserve localement près de 15 millions de dollars issus des ventes annuelles de produits transformés. Autrement dit, une partie des investissements crée un cycle interne de financement, réduisant le risque d'étouffement sans pour autant éliminer la nécessité d'une gestion prudente. Deuxième argument, la concentration sectorielle. Certains économistes estiment qu'un modèle reposant sur 3 piliers, tomates, énergie solaire, infrastructure routière, expose le pays à une vulnérabilité accrue. Une mauvaise saison agricole, une panne technique dans les installations solaires ou une crise géopolitique affectant les flux commerciaux pourraient fragiliser l'ensemble du système. Là encore, l'objection est légitime. Pourtant, l'effet multiplicateur observé dans les projets atténue cette crainte. Plus de 150 villages raccordés à l'énergie solaire sécurisent la vie sociale et économique. L'autoroute vers la Côte d'Ivoire stimule les échanges de 25% et contribue à environ 2% du PIB. Les gains agricoles favorisent une diversification progressive des revenus ruraux. La dépendance existe, mais elle s'accompagne de mécanismes qui renforcent la résilience. Synthèse. Prio. Ensemble, ces arguments rappellent que le modèle burkinabé n'est ni miraculeux, ni totalement à l'abri. Mais les données issues des chantiers agricoles, énergétiques et routiers montrent une réalité essentielle. Les risques relevés sont réels, mais les contre-effets mesurables les rendent gérables à condition de maintenir une stratégie claire et disciplinée. Tout bascule ici. À ce midpoint, un élément souvent négligé prend soudain une importance décisive. Les infrastructures locales ne servent pas seulement à rendre un pays plus autonome, elles modifient la manière dont un État enclavé peut négocier sa place dans la région. Ce glissement, discret mais profond, éclaire l'intention stratégique portée par Ibrahim Traoré depuis le début. L'autoroute vers la Côte d'Ivoire, par exemple, n'est pas qu'un chantier de 500 millions de dollars. Elle agit comme une ligne de force. Elle réduit les coûts de logistique, accélère le commerce et transforme une contrainte géographique en levier d'accès au marché portuaire. Dans un pays sans littoral, une telle artère équivaut à ouvrir une porte supplémentaire vers l'extérieur, tout en gardant la maîtrise du cadre interne. Le projet Yelen opère de façon similaire. En reliant plus de 150 villages à une énergie solaire locale, il ne se contente pas de répondre à un déficit électrique historique, il change la structure même de la vulnérabilité du pays. Quand la lumière devient indépendante des importations, les marges budgétaires et diplomatiques se réorganisent. C'est ce point charnière qui révèle la portée réelle du modèle. L'autonomie n'isole pas, elle renforce la capacité à choisir ses dépendances. Les conséquences concrètes de cette stratégie apparaissent clairement lorsqu'on observe les 4 sphères qui structurent la vie nationale. Les agriculteurs, les petites entreprises, les ménages et les services essentiels. Chacune de ces sphères réagit différemment, mais toutes convergent vers un même constat. La politique défendue par Ibrahim Traoré produit des effets visibles, mesurables et durables, même si ces effets restent en évolution. En ce qui concerne agriculteurs, dans les campagnes, la transformation engagée marque une rupture palpable. Avant l'usine, les tomates pourrissaient au bord des routes, les prix variaient brutalement, et les producteurs manquaient de perspectives. Avec l'unité de transformation financée localement, les volumes vendus ont augmenté, les pertes post-récolte ont chuté, et les revenus ont doublé pour de nombreux exploitants. Cette évolution ne se limite pas à des chiffres. Elle transforme la prise de décision, encourage l'investissement familial et réduit la tentation d'abandonner les terres. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'une politique nationale produit un bénéfice direct et immédiat. En ce qui concerne petites entreprises, les commerçants, ateliers et dépôts de gros ressentiront également les effets de la stratégie. Grâce à l'électricité solaire, ils ne dépendront plus de générateurs coûteux ni d'horaires irréguliers. Les boutiques restent ouvertes plus tard, les ateliers de transformation modernisent leurs équipements et les pertes dues aux coupures diminuent. Les routes rénovées,
jouent le même rôle. Les marchandises circulent plus vite, les coûts logistiques baissent et de nouvelles activités émergent le long des axes. Cette amélioration de la circulation redessine les marges, les stocks et la compétitivité des petites structures. En ce qui concerne ménages, pour les familles, l'accès à une énergie stable dans plus de 100 villages n'est pas un confort secondaire, mais un changement de rythme. Les enfants étudient le soir, les aliments se conservent plus longtemps, et les foyers s'informent plus facilement grâce à des téléphones chargés régulièrement. L'apparition d'un hôpital moderne financé localement renforce cette dynamique. À Bobo Dioulasso, plus de 100 000 patients ont été soignés depuis 2021 et la mortalité infantile a reculé d'environ 15%. Les soins deviennent accessibles, adaptés au contexte local et libérés d'une dépendance chronique à des équipes étrangères temporaires. En ce qui concerne services essentiels, la stratégie redéfinit également la capacité de l'État à agir. Les économies issues du projet Yellen, environ 10 millions de dollars par an, permettent de rediriger des ressources vers la santé, la maintenance énergétique ou les infrastructures. Sur les routes, l'autoroute vers la Côte d'Ivoire fluidifie les échanges et contribue à environ 2% du PIB. Preuve qu'un investissement ciblé peut devenir un multiplicateur économique. Ces gains donnent à l'administration plus de marge de manœuvre, plus de cohérence, plus de continuité. Dans l'ensemble, ces impacts forment un paysage nouveau. Un pays qui produit davantage, qui circule mieux, qui soigne plus largement et qui gère plus finement ses ressources. Le pari défendu par Ibrahim Traoré n'est pas encore achevé, mais il modifie déjà les conditions de vie de millions de personnes. Les 12 prochains mois constituent une zone charnière, suffisamment courte pour que les tendances actuelles restent déterminantes, mais assez longues pour révéler les limites ou la solidité du modèle burkinabé. 3 trajectoires plausibles se dégagent, chacune appuyée sur les données et dynamiques déjà observables. En ce qui concerne scénario de base, dans cette version, les projets engagés se poursuivent sans accélération majeure ni obstacle critique. L'extension du réseau solaire continue progressivement. Quelques dizaines de villages supplémentaires sont raccordés, consolidant les gains sociaux et budgétaires issus du projet Yellen. Les infrastructures routières, notamment l'axe vers la Côte d'Ivoire, sont entretenues, améliorant la fluidité commerciale, mais sans changement structurel spectaculaire. La filière tomate suit son rythme actuel. Volumes stabilisés, revenus ruraux consolidés, mais sans nouveau saut industriel. La croissance économique reste autour de 3 à 4%, portée par l'agriculture transformée, le commerce régional et les services. Dans ce scénario, le modèle s'ancre doucement, sans rupture majeure, mais avec une crédibilité croissante auprès des observateurs africains. En ce qui concerne scénario optimiste, ici, plusieurs dynamiques se renforcent simultanément. Les résultats positifs en matière d'électricité solaire, de santé et de transformation agroalimentaire attirent des investissements ciblés, notamment de la part d'acteurs régionaux séduits par la stabilité des rendements. De nouvelles unités de transformation émergent, inspirées par le succès de la filière tomate. L'autoroute devient un corridor économique attractif, favorisant l'installation d'entreprises le long de son tracé et diversifiant les exportations. La croissance pourrait atteindre 5 à 6%, consolidant l'image d'un pays pionnier en matière d'autonomie économique en Afrique de l'Ouest. Ce scénario renforcerait la place du Burkina Faso dans les analyses régionales, souvent citées comme contre-modèle aux trajectoires d'aide classiques. En ce qui concerne scénario pessimiste, des facteurs externes peuvent freiner, voire inverser la dynamique actuelle. Une détérioration du contexte géopolitique au Sahel perturberait les routes commerciales et détournerait une partie des ressources vers la sécurité. Des retards techniques affectant les installations solaires ou les infrastructures routières pourraient réduire les bénéfices attendus. L'insatisfaction sociale augmenterait si les effets tangibles tardaient à se diffuser. Dans cette trajectoire, la croissance ralentirait et la stratégie d'autosuffisance
serait mise à l'épreuve par les contraintes matérielles et politiques. Conseil de perspective. Quelle que soit la trajectoire, une idée domine. Penser en termes de capacité accumulée plutôt qu'en résultats immédiats permet de mieux anticiper les fluctuations à venir. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso ne concerne pas seulement les économistes, les analystes ou les institutions. Cela touche directement 3 types de publics qui, chacun à leur manière, cherchent à comprendre comment une stratégie fondée sur les ressources locales peut transformer le quotidien d'un pays enclavé. Pour les citoyens burkinabés, les changements ne sont pas théoriques. Ils se mesurent en heures d'électricité gagnées, en récoltes vendues plutôt que perdues, en routes plus rapides, en soins plus proches. Les familles voient leur marge d'action s'élargir, et cette amélioration, même progressive, nourrit un sentiment nouveau, celui que l'effort collectif peut produire des effets visibles. Pour ceux qui suivent l'actualité du continent depuis l'extérieur, l'expérience burkinabé constitue un laboratoire rare. La transformation locale des produits, l'extension de l'énergie solaire et l'essor d'infrastructures financées par des moyens internes interrogent les modèles de développement traditionnels. Beaucoup y voient une tentative audacieuse de réorienter la valeur économique vers l'intérieur, un test dont les résultats s'intéressent autant qu'ils intriguent. Pour un public plus large, l'histoire du Burkina Faso invite à repenser des notions souvent abstraites: souveraineté, autonomie énergétique, dépendance commerciale. Les chiffres deviennent des repères, les projets des illustrations concrètes, et l'ensemble dessine un récit qui déplace les lignes. Un petit pays enclavé peut redéfinir sa trajectoire en misant sur ce qu'il possède déjà. Dans chaque cas, la dynamique burkinabé agit comme un miroir. Elle révèle ce qui devient possible lorsque l'on regarde d'abord les capacités locales avant d'attendre des solutions extérieures. La question centrale devient alors: comment transformer une dynamique prometteuse en trajectoire durable? Les pistes ne manquent pas, mais seules celles qui s'appuient sur les capacités déjà visibles et sur la volonté politique incarnée par Ibrahim Traoré peuvent réellement consolider le modèle. Une feuille de route claire, séquencée et mesurable permet d'éviter la dispersion et d'assurer la continuité. Consolider les infrastructures essentielles. Qui? État plus collectivité locale. Quoi? Finaliser l'entretien des routes stratégiques, étendre les projets hydrauliques comme Ziga 2, renforcer les capacités de maintenance solaire. Quand? 6-18 mois. Mesure: baisse des coûts logistiques et réduction des pannes critiques dans les zones rurales. Cette étape stabilise la base physique sur laquelle repose toute la stratégie. 2. Diversifier l'industrie locale. Qui? Secteur privé national. Plus partenariats ciblés. Quoi? Développer de nouvelles unités de transformation agroalimentaire. Encourager les technologies solaires locales. Stimuler les micro-industries régionales. Quand? 12-24 mois. Mesure: hausse de la valeur ajoutée captée sur place et augmentation des emplois non agricoles. La diversification réduit la dépendance à quelques filières clés. 3. Former et retenir les compétences. Qui? Ministère de l'Éducation, de l'Énergie et de l'Agriculture. Quoi? Renforcer les filières techniques, former des ingénieurs, techniciens, agronomes et électriciens capables de gérer les projets locaux. Quand? Dès maintenant, avec visibilité sur 3-5 ans, mesure: part croissante des projets opérés par des compétences nationales. C'est la condition pour éviter une nouvelle dépendance, cette fois aux experts extérieurs. 4. Renforcer les mécanismes de financement interne. Qui? État, plus institutions financières locales. Quoi? Créer des fonds dédiés pour les filières stratégiques, sécuriser les revenus agricoles, réduire les coûts de crédit. Mesure: stabilité des investissements et diminution de la vulnérabilité budgétaire. En suivant ces étapes, la vision portée par Ibrahim Traoré peut devenir un cadre durable
plutôt qu'un moment isolé. L'histoire pourrait se résumer à une image simple, celle d'une tomate autrefois abandonnée sur le bitume, aujourd'hui transformée dans une usine locale. La même image qui servait déjà de fil conducteur au premier cas, qu'a présenté plus haut. Ce symbole, revenu comme un motif, incarne la réhabilitation d'une valeur que l'on croyait perdue. Il dit tout, le travail redonne du sens, la transformation redonne du prix, et la maîtrise locale redonne de la dignité. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un personnage providentiel, mais comme le catalyseur d'une volonté collective longtemps contenue. Son rôle consiste moins à imposer une direction qu'à ouvrir un espace où les ressources du pays peuvent enfin s'assembler, se compléter, se déployer. L'usine qui transforme, l'hôpital qui soigne, la route qui relie ne sont pas des prouesses isolées. Ce sont les preuves d'une trajectoire qui s'installe. Pour les Burkinabés, cette trajectoire raconte autre chose qu'un bilan. Elle raconte la possibilité de sortir du cercle de la dépendance en s'appuyant sur leurs propres forces. Et c'est là que tout se joue. Un pays peut se redéfinir par lui-même. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse largement les frontières du pays. Chaque projet, chaque village raccordé, chaque récolte transformée localement ouvre un espace de réflexion plus vaste. Que peut un État lorsqu'il décide de miser d'abord sur ses propres ressources? La question ne concerne pas seulement les experts. Elle interpelle ceux qui, partout ailleurs, cherchent des modèles capables de redonner du poids aux décisions locales. Observer cette trajectoire, en discuter, la comparer à d'autres expériences africaines, c'est déjà participer à un dialogue collectif. Un dialogue où l'on analyse les réussites, où l'on interroge les limites, où l'on imagine ce que pourraient devenir d'autres territoires s'ils adoptaient des chemins similaires. Si cette histoire vous questionne, vous inspire ou vous surprend, il reste une chose simple à faire. Continuez la conversation. Et vous, que retenez-vous vraiment de cette expérience burkinabé ?